Dans le précédent épisode, axé sur l'origine des requins au Paléozoïque, nous avons vu l'émergence de la lignée chondrictienne, puis la grande radiation évolutive qui eut lieu à la fin du Dévonien, et qui vit apparaître un grand nombre de nouvelles familles. En termes de nombre et de diversité, c'est l'une des périodes les plus riches pour les chondrictiens. C'est littéralement l'âge d'or pour nos protagonistes. Enfin, leur premier âge d'or, comme nous allons le voir. Puis survient la crise Permien-Trias, qui, comme vous le savez probablement, fut la plus terrible des 5 grandes extinctions. Ce qui nous amène inéluctablement à l'ère suivante, le Mésozoïque, l'ère des reptiles, comme on peut souvent le lire. Et à l'image des mammifères qui ont évolué dans l'ombre des dinosaures, dans les mers, les requins modernes ont eux évolué dans l'ombre des reptiles marins. Alors bonjour à toutes et à tous, nous voilà donc dans cet épisode à l'aube de l'âge des reptiles, qu'ils soient volants, terrestres ou encore marins. Des temps plus ou moins compliqués pour nos poissons cartilagineux. Mais pas tant que ça en fait. On pourrait résumer le Trias, première période du Mésozoïque, comme étant une période difficile pour nos chondrictiens. Enfin, une période difficile de quelques dizaines de millions d'années tout de même. En effet, au début de l'ère mésozoïque, typiquement au Trias, la lignée chondrictienne, déjà amoindrie par la crise, voit l'ascension fulgurante des reptiles marins. Pas de chance! Après l'hégémonie des placodermes durant le Paléozoïque, voilà les reptiles marins du Mésozoïque. Décidément, leur règne au sommet de la chaîne alimentaire aura été bref. De fait, les voilà recalés en seconde division, à l'état de prédateurs intermédiaires. Alors, qu'en est-il concrètement au Trias? Eh bien, c'est une période particulièrement pauvre en fossiles, notamment pour les familles du Paléozoïque ayant traversé la crise permienne. Sans doute, estime-t-on, parce qu'ils se sont réfugiés dans les grands fonds pour échapper à la crise. Et les grands fonds ne sont pas un environnement vraiment favorable à la fossilisation. Du coup, concernant ce groupe, fossilement parlant, nous avons un gap, un trou, un vide assez conséquent puisque nous retrouvons à nouveau leurs fossiles qu'à partir du Jurassique. Et certains d'entre eux sont toujours présents. C'est le cas des holocéphales, les chimères. Parallèlement, le registre fossile nous démontre que d'autres groupes ont réussi à passer la crise. Mais malheureusement, pour X raisons, ils disparaissent progressivement durant le Trias. Allez, voyons maintenant qui sont les grands gagnants de cette aventure. Les grands gagnants sont répartis en 2 groupes. Le premier groupe que nous allons aborder est celui des zybodontes. Les zybodontes sont sans conteste les chondrictiens emblématiques de l'ère mésozoïque. Cette lignée, apparue durant la grande diversification dévonienne, traverse la crise et l'intégralité du Mésozoïque, pour finalement s'éteindre lorsque celle-ci touchera à sa fin il y a 66 millions d'années, lors de la 5e et dernière extinction, l'extinction Crétacé-Paléogène, la fameuse extinction KT, ou Crétacé tertiaire, comme l'on disait naguère. Comme vous pouvez le constater, les zybodontes regroupent plusieurs clades qui ont plus ou moins réussi. Mais pour synthétiser, nous parlerons ici des zybodontes en général. Si au Paléozoïque les zybodontes sont de petits animaux opportunistes peu spécialisés, durant le Trias ils se diversifient et se spécialisent. Les zybodontes sont les chondrictiens les plus abondants durant le Trias, autant en eau douce qu'en milieu marin. C'est du reste, pense-t-on, en se réfugiant dans les cours d'eau qu'ils ont résisté à la crise. Cela dit, si en eau douce il reste des animaux de petite taille, en milieu marin, au fil du temps, on voit apparaître dans ce groupe des spécimens plus grands, et surtout équipés
de différents types de dents. Broyeuses, comme Acrodus, ou encore arracheuses, à l'image du célèbre Ibodus ophianus. Les premiers représentants du genre Ibodus datent du Permien et sont de taille modeste, mais arrivés au Jurassique, ils sont désormais de belle taille. Effectivement, avec ses 3 mètres et plus, Ibodus est l'un des grands chondrichthyens du Jurassique et du Mésozoïque en général. Comme je vous le disais, il est pourvu de dents de type arracheur et tricuspide. En effet, comme le mentionne Gilles Cuny dans son ouvrage, de telles dents permettent de mordre fermement une proie de grande taille et, par de violents mouvements de tête, d'arracher un morceau de viande. Tout un poème. Pour conclure avec les ibodontes, retenez qu'ils furent nombreux, très diversifiés et qu'ils écumèrent les eaux de la planète pendant plus de 200 millions d'années. Autant dire, vous serez d'accord avec moi, qu'il s'agit d'une réussite évolutive jusqu'alors sans précédent. Le deuxième grand groupe de notre épisode est celui des néocélaciens. C'est dans celui-ci que nous allons véritablement faire connaissance avec les chondrichthyens modernes. Autant dire, les requins. Un des plus vieux fossiles de requins modernes attestés est âgé de 290 millions d'années, du Permien donc. Il s'agit de Synecodus antiquus. Et sans entrer dans le détail, c'est l'étude de l'émail de leurs dents, sous le microscope électronique à balayage, qui a permis de le différencier des autres chondrichthyens. À ce jour, ces premiers requins modernes restent un mystère. Nous supposons que ces animaux aux dents de type arracheur ont traversé la crise Permien-Trias grâce à leur petite taille, ne dépassant pas les 50 cm, et leur régime alimentaire peu spécialisé, plutôt généraliste. Néanmoins, au cours du Trias, nos premiers requins modernes se diversifient et deviennent bien plus nombreux. Et d'après Gilles Cuny, leur population représente environ 25% des faunes de requins durant cette période. Cependant, ils sont relativement discrets, subissant la loi des ibodontes précédemment citée. Mais ils bénéficient d'un avantage par rapport aux ibodontes. En effet, les requins modernes possèdent une colonne vertébrale dont les centres vertébraux sont calcifiés, ce qui la rigidifie considérablement, et ce caractère leur permet une augmentation notable de la vitesse de nage, notamment pour chasser les poissons téléostéens, les poissons osseux qui eux aussi sont très rapides, et qui sont apparus au Trias supérieur et se diversifient très rapidement. Pour rappel, les poissons téléostéens représentent aujourd'hui 99% des faunes de poissons, avec plus de 30 000 espèces, ce qui représente plus de la moitié de la diversité actuelle des vertébrés. Les néocélaciens sont des requins appréciant tout particulièrement les hauts fonds, les environnements plus favorables aux juvéniles et où les proies sont plus nombreuses. Ce qui est exactement le cas de l'Europe à cette période, celle-ci étant en grande partie immergée sous une centaine de mètres d'eau. Par ailleurs, à cette période, la Terre est vierge de toute banquise, que ce soit au nord ou au sud. La future Europe est alors un vaste archipel, un lieu idéal pour ces petits requins. C'est pour cela, comme vous pouvez le constater, les fossiles de ces animaux sont essentiellement concentrés en Europe. Enfin, tout du moins, sur ce site-là. Allez, avançons. Nous voilà au Jurassique. Alors, qu'en est-il des chondrichthyens durant cette période? C'est la question que j'ai posée à mon invité du jour, Arnaud, de la chaîne Paléostyle. Et vu que c'est le sujet de sa thèse, qui de mieux placé pour nous répondre? Alors, salut Arnaud, dis-nous un peu, qu'en est-il des chondrichthyens durant le Jurassique? Salut Saplex, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec nos requins au Jurassique? Eh bien, si l'on regarde l'ensemble de ce qu'il se passe, eh bien, on va se rendre compte que, bien, nos requins et raies modernes vont beaucoup se diversifier au Jurassique. Cela commence bien sûr déjà dès le Trias supérieur, où on voit déjà une explosion de diversité chez nos requins et nos raies modernes, mais au Jurassique, eh bien, on continue sur cette lancée. Plus exactement, on voit apparaître les premières raies,
notamment avec un squelette qui pour l'instant n'est pas encore décrit et qui provient des Poseidonenschalk en Allemagne. On retrouve aussi beaucoup d'autres genres de raies à cette époque qui apparaissent, et pour nos requins modernes, eh bien, il en va de même. Si l'on regarde par exemple le groupe des lamniformes, eh bien on va voir qu'ils apparaissent déjà. Donc les lamniformes, ça va être le requin taureau, le requin lutin, le grand requin blanc, pour ne citer que. Eh bien ils apparaissent déjà dès le Jurassique, notamment dès le Jurassique inférieur, avec Paleocarcharia stromeri, dont on a un fossile qui provient du Lagerstätte de Canjuers, dans le sud de la France. Si l'on regarde pour les autres groupes, eh bien il en va de même. On a une explosion de diversité au sein des requins et raies modernes. Si l'on regarde ce qu'il se passe du côté de nos zibodontes, eh bien, pas grand chose se passe. Ils sont toujours là, ils sont toujours nombreux, ils sont toujours diversifiés, présents au milieu marin, et ils côtoient nos requins et raies modernes dans nos océans. On trouve d'ailleurs plusieurs fossiles d'ibodontes, et quand je parle de fossiles ici, je parle de squelettes complets, notamment en provenance de Solnhofen en Allemagne. C'est d'ailleurs là qu'on va retrouver énormément de squelettes de requins et de raies. Donc, au Jurassique, eh bien, nos zibodontes et nos néocélaciens se côtoient dans les océans, mais plus pour très longtemps. Donc les zibodontes sont à la fête, et on voit l'essor des requins modernes qui débutent pendant le Jurassique. Alors poursuivons notre aventure au Crétacé. Au cours du Crétacé, il y a entre 145 et 66 millions d'années, les zibodontes sont toujours présents. Cependant, face à la montée en puissance des néocélaciens, les zibodontes s'installent dans les eaux douces, où ils connaissent une grande diversification. Mais ils ne perdent pas pour autant la faculté de s'adapter à la salinité de l'océan, une faculté qui leur sera bien utile au cours des millions d'années qui vont suivre. Et comme nous le constatons ici, au Jurassique, ils sont surtout présents en Europe et en Asie, ce qui correspond à l'ancien océan Thétis. Cela dit, la tectonique des plaques est toujours à l'œuvre et l'ancien supercontinent Pangée continue à se disloquer, ce qui entraîne l'ouverture du nouvel océan Atlantique, leur offrant ainsi accès à la future Amérique du Nord. Ce qui leur est possible grâce à leur extraordinaire faculté qu'ils ont de pouvoir s'adapter aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Par ailleurs, au cours du Crétacé, l'Amérique du Nord est littéralement coupée en deux par la grande voie maritime intérieure, une vaste mer intérieure peu profonde, idéale pour ces nouveaux conquérants. Ainsi, au Crétacé, ils connaissent une grande dispersion et se répandent dans toutes les mers septentrionales et autres cours d'eau. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls à profiter de ces nouveaux environnements marins offerts par la tectonique des plaques. Effectivement, cette opportunité de dispersion profite aussi aux nouveaux venus, les néocélaciens, les requins modernes qui eux sont en plein essor. Et tout comme les zibodontes, les néocélaciens connaissent une grande dispersion, mais aussi une large radiation. Ainsi, au Crétacé, de nombreuses familles font leur apparition. C'est réellement l'essor des requins. Et la plupart de ces nombreuses familles sont toujours présentes aujourd'hui. Par exemple, c'est le cas des lamniformes, le groupe dans lequel on retrouve bien des requins que vous connaissez tous. Le requin pèlerin, le requin taureau, ou encore le plus connu d'entre tous, le grand requin blanc, Carcharodon carcharias. Ou encore les carchariniformes, qui comptent encore aujourd'hui plus de 270 espèces, comme le requin bulldog, le requin à pointe blanche, l'étonnant requin marteau et le vorace requin tigre. Bref, une fois de plus, je ne vais pas tous les énumérer. Les néocélaciens sont bien trop nombreux. Plus de 1400 espèces à ce jour, requins et raies confondus. D'autant plus que ce groupe se divise en deux sous-groupes, les bathoïdes, à savoir les raies et autres poissons-ci, et les sélachimorphes. Autrement dit, les requins. Quoi qu'il en soit, ce moment de grande effervescence des requins durant le Crétacé coïncide étrangement avec la mystérieuse disparition des ichthyosaures. Serait-ce pure coïncidence ?
il y a de quoi se poser des questions. Bon nombre de requins évoluent dans la même niche écologique, se nourrissent des mêmes proies. Et c'est à ce moment, au milieu du Mésozoïque, que se diversifient et se dispersent les premiers grands requins similaires aux grands requins blancs actuels, comme Cretalamna ou encore Cretoxyrina. Bref, une piste qui semble prometteuse que suivent les chercheurs afin de résoudre le grand mystère entourant la disparition des ichthyosaures. Affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, à partir du Cénomanien, les requins et raies continuent à se diversifier et à occuper de plus en plus de niches écologiques, tandis que les hypodontes, eux, vont définitivement coloniser les milieux d'eau douce, avant de s'éteindre avec les dinosaures non aviens, il y a 66 millions d'années. Nous voilà donc dans une nouvelle ère, le Cénozoïque. Le Cénozoïque, également appelé l'ère des mammifères, et ce, en fonction du registre fossile largement peuplé de mammifères. Cependant, il en va tout autre dans les mers du Cénozoïque. Certes, les mammifères y sont présents, comme les cétacés, que nous verrons très prochainement, mais désormais, et de manière générale, à quelques exceptions près, le haut de la chaîne alimentaire est occupé par nos protagonistes. Leur deuxième âge d'or commence, pourrait-on dire. Mais ne perdons pas de vue que depuis le début de notre histoire, malgré les placodermes du Paléozoïque et autres reptiles marins du Mésozoïque, qui ont supplanté les chondrichthiens durant des millions d'années, les requins ont toujours été et sont toujours des super prédateurs. Pour conclure, parlons de celui que vous attendez tous, l'un des plus grands carnivores n'ayant jamais existé sur Terre, le mégalodon, Otodus mégalodon. Alors je vous le dis d'emblée, non, le mégalodon n'est pas l'ancêtre du grand requin blanc. Il appartient en effet au même groupe, à savoir les lamniformes, mais là s'arrête leur parenté. Nous ne connaissons de lui que des dents et quelques vertèbres, et faute de fossiles complets, nous l'imaginons morphologiquement plus ou moins semblable au grand requin blanc. D'ailleurs, comme vous le voyez, son nom de genre est totalement différent de celui du grand blanc. Alors permettez-moi de vous ôter cette idée de la tête définitivement. Autre chose, oubliez Hollywood et ses méga monstres. Certes, Mégalodon était immense par rapport aux grands requins actuels avoisinant les 6 ou 7 mètres, mais en aucun cas Mégalodon atteignait les 25 mètres de long. D'après une étude menée en 2020 et publiée dans la célèbre revue Nature, oui je le dis en français, les chercheurs, en fonction de la taille de ses dents et en se basant sur 5 espèces de requins actuels, je vous mets la liste, sont arrivés à estimer que Mégalodon devait mesurer plutôt dans les 16 mètres, une tête probablement d'environ 4,65 m de long, une nageoire dorsale d'environ 1,62 m de haut et une queue d'environ 3,85 m de haut. Rien. En outre, les analyses morphométriques suggèrent que ces nageoires dorsales et caudales étaient adaptées à une locomotion prédatrice rapide et à de longues périodes de nage. Et une autre étude, celle-ci de 2021, avance que l'espèce avait une durée de vie d'au moins 88 à 100 ans, avec un taux de croissance moyenne d'environ 16 cm par an. Tout du moins pendant les 46 premières années de sa vie. Comme quoi, nous avons pas mal d'informations sur ce monstrueux poisson. Quoi qu'il en soit, Mégalodon apparaît dans les océans du Miocène voilà environ 20 millions d'années, au début de la période néogène. Et il évolue dans les eaux chaudes et tempérées de tous les grands bassins océaniques de la planète par environ 20 millions d'années, soit jusqu'à la fin du Pliocène. J'aime autant vous dire que la disparition de Mégalodon a dû être un réel soulagement pour les autres grands animaux marins qui étaient au menu de ce super prédateur, à commencer par les grands mammifères marins, les cétacés. Si vous voulez en savoir plus sur Mégalodon, je vous conseille la conférence très complète de Valentin qui connaît très bien cet animal. Je vous mets bien entendu le lien en description. Donc pour conclure et résumer brièvement, retenez que les poissons cartilagineux, les chondrichthiens, ont connu deux grandes phases au cours de leur évolution.
Apparus il y a plus de 400 millions d'années, ils connaissent rapidement une grande radiation aux Dévoniens. Ce sera leur premier âge d'or. Ils n'ont jamais été aussi diversifiés. Puis au Mésozoïque, face à l'expansion des reptiles marins, ils restent en retrait. Avant de connaître une seconde radiation. Ce n'est que lorsque les reptiles marins disparaissent que les requins modernes prennent leur relais et reviennent sur le devant de la scène, prendre leur position en partie dominante. Au sommet de la chaîne alimentaire, c'est leur deuxième âge d'or. Un deuxième âge d'or qui perdure encore aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que... Oh là, coupe la musique. Je disais que si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous encourager à lire le super bouquin de Cuny et Beneteau. Et qui vous en apprendra bien en plus encore, car il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mentionnées. Et je vous rappelle que si vous utilisez le lien d'affiliation Amazon que je vous mets en description, vous contribuerez à remplir ma cagnotte de bons d'achat, me permettant ainsi d'acquérir d'autres livres pour d'autres vidéos. Allez, envoie la zik. Merci à tous d'avoir suivi ce long épisode. Pour votre soutien, vos commentaires encourageants et bien entendu à tous les tipeurs, utipeurs. Sans oublier mes deux compères, youtubeur Arnaud de la chaîne Paléostyle et l'indéfectible Julien d'Anthrax Science. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.